Eh bien, bonjour à tous pour ce nouvel épisode du Shop des Titans. On accueille Laure Babin de Zeta. Salut Laure. Hello à tous les deux. Salut Laure. Merci beaucoup d'être venu nous voir à Nantes. T'es angevine, donc t'étais juste à côté pour les fêtes, parce qu'on est entre Noël et le Nouvel An là, pendant qu'on enregistre. Donc merci beaucoup d'être venu. On en a profité pour tourner ce petit podcast. Et puis, on t'a fait visiter un peu Nantes aussi. Ouais, merci pour l'accueil dans vos chouettes bureaux. Donc on va te poser pas mal de questions puisqu'on est là pour ça et on va commencer tout de suite par si tu devais pitcher Zeta en 30 secondes et sachant qu'il y a un enjeu très important d'un investisseur qui va investir dans ta boîte, mais il a vraiment que 30 secondes, il est pressé, tu lui dis quoi? Chez Zeta, on fabrique des baskets qui sont entièrement recyclées à partir de matières qui sont revalorisées comme du raisin, du maïs ou encore du café. On est basé à Bordeaux, les chaussures elles sont assemblées au Portugal en circuit court. Et depuis 2020, on a recyclé plus de 90 tonnes de déchets. Pas mal. Le chrono est tenu. Vous investissez ou pas? Vous investissez? On investit. D'ailleurs, en parlant d'investissement, nous on a pas mal de clients qui sont passés et qui vont passer dans Qui va être mon associé. Est-ce que c'est un truc auquel tu as pensé notamment? Ouais, je devais le faire il y a 2 ans et j'ai été jusqu'à la dernière phase et en fait finalement ils ont pris quelqu'un d'autre à la place avec un projet un peu similaire de sneakers et donc c'était pas pour cette fois mais je compte bien réessayer retenter l'aventure. Ça marche. J'aimerais bien te dire qu'on a les contacts pour mais non. Peut-être. À force peut-être. Hein, peut-être ouais, ils vont forcément entendre parler de nous. Et ben nickel. Alors pour éviter de poser des mauvaises questions, on te pose une question qui est: quelle est la question à laquelle tu as le plus répondu et tu as marre de répondre? Alors, la naissance du projet. Ah, merde. Le storytelling. On va effacer 4 questions, je pense. Non, mais je peux en parler et ça fait partie de l'histoire aussi, donc avec plaisir pour en parler. Mais c'est celle à laquelle j'ai le plus répondu, je pense. Est-ce que c'est pas tu fais des chaussures à base de raisin? Ouais, aussi, ça en fait partie. Pourquoi le raisin? Parce que et puis surtout, ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que en fait, oui, il y a une partie des chaussures qui est faite à base de marc de raisin, mais pas que. En fait, c'est une petite partie. Tu utilises aussi du plastique recyclé, etc. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, il y a tout un tas de composants dans la basket et pas uniquement du raisin, parce que le postulat de base, c'est de se dire on va fabriquer des baskets zéro déchet qui ne créent pas de déchets supplémentaires. Et du coup, on a eu pendant longtemps cette étiquette de Zeta, les baskets en raisin, mais en fait, non, c'est bien plus que ça. Ok. On en parlait ce midi, nous aussi on était pendant un moment en tout cas convaincus que c'était les chaussures faites à base de raisin. Et puis pour aller plus loin, parce que on en a parlé aussi pas mal tout à l'heure, mais en dehors du produit en tant que tel, tu as aussi tout un environnement éco-responsable autour de ça, même si tu le dis toi-même, tout n'est pas encore parfait, et tu essaies d'améliorer de plus en plus le côté éco-responsable, mais tu fais attention à comment sont transportées les baskets, tu en parlais du fait que tu voulais peut-être aller à l'étranger vendre aussi tes chaussures, mais tu regardais comment être le plus responsable possible et pas forcément utiliser l'avion, en tout cas le moins possible. Donc ça, je le dis parce que quand tu me l'as dit, j'étais aussi étonné mais agréablement surpris que ce soit le cas aussi. Donc il n'y a pas que le produit, tu fais gaffe à tout l'environnement et c'est hyper cool. C'est exactement ça, c'est qu'au-delà du produit, c'est une démarche que j'essaie d'avoir la plus consciente possible à chaque étape de création de la marque et à chaque étape du process, que ce soit au niveau de la production, au niveau du recyclage du produit à la fin du cycle de vie, mais aussi au niveau de la logistique du site. Pendant un moment, là, c'est un peu plus compliqué, mais pendant un moment, on veillait à avoir à ce que le site soit le moins polluant possible, donc en diminuant les pages, avec moins de photos. Il y avait toute une démarche derrière, et en fait, on essaie vraiment d'avoir une démarche la plus engagée possible. Ouais. Canon. Okay. Et du coup, plutôt que de parler un peu de la jeunesse du projet, tu nous parlais ce midi que toi, tu as toujours voulu être entrepreneur. Ça, c'est un truc qui nous a un petit peu marqué. D'après toi, ça vient d'où, cette envie d'entreprendre? Il y a un élément déclencheur particulier? Je me suis longtemps posé la question parce que je n'ai pas grandi dans une famille d'entrepreneurs. Mes 2 parents sont instits et donc, ce n'est pas eux qui m'ont donné le goût de l'entrepreneuriat. Donc, je me pose encore la question aujourd'hui. Je pense qu'il y a un réel désir de liberté. Il y a une question aussi de se dire j'aime toucher à tout. Je ne suis pas capable de dire aujourd'hui qu'il y a un sujet qui me passionne plus que l'autre. Alors peut-être un peu plus la com et le graphisme et le développement produit, mais j'adore tout ce que je fais au quotidien. Autant toucher à la logistique, à la prod, au développement produit, aux relations avec les fournisseurs, aux relations clients et commercial aussi, j'adore ça. Et du coup, je pense que entrepreneur, c'est le seul métier qui te permet de toucher à tout ça. Et donc, il y a un peu de ça. Et puis, un besoin d'accomplir un projet et de me sentir utile aussi. Okay.
Elle a quand même dit « J'adore toucher à la logistique ». Je pense qu'on va prendre juste ce passage-là et te le renvoyer. C'est assez rare d'entendre ça. Et c'est exceptionnel. Et du coup, en tant qu'entrepreneur qui se respecte, voilà, Zeta est ce qu'il est aujourd'hui. Tu as forcément connu les échecs ou les lancements qui n'ont peut-être pas fonctionné. C'était quoi les projets avant Zeta ? Il y en a eu plusieurs. Donc, ça a commencé au début des études supérieures. Donc, j'ai commencé par un BTS en commerce. Et en première année de BTS, j'avais un projet de t-shirt bio avec inscrit le Marseillais, la Marseillaise, le Parisien, la Parisienne, le Nantais, la Nantaise. Parce que je m'étais rendu compte que les Français étaient très chauvins et avaient très envie de mettre en avant leur région. Et donc, j'ai pas été au bout. Il y a eu un projet de laverie collaborative, un endroit où on aurait pu se réunir, boire un verre en même temps que laver son linge. Ça n'a pas vu le jour non plus. Et le dernier projet, c'était une application mobile de rencontres à l'étranger pour tous les jeunes qui partaient en Erasmus, en stage ou en VIE et qui avaient du mal à rencontrer d'autres jeunes. Et ça s'appelait Melting. Il y a encore des petites vidéos de concours sur Internet. Et tu pouvais créer un melt. Les fameux concours d'entrepreneurs. Ouais, clairement. Tu pouvais créer un melt et rencontrer d'autres jeunes dans un resto et ça t'ouvrait à une conversation WhatsApp. C'était assez cool. Et puis pareil, j'étais trop jeune, ça faisait pas forcément sens. Et du coup, c'est vraiment en dernière année de master que je me suis dit j'ai envie de monter un projet à impact. J'ai 1 an, j'ai 12 mois pour le faire. Et donc, l'aventure a été lancée comme ça. Ouais, c'est pareil, tout ce que tu viens de raconter, là, on en avait un peu parlé ce midi déjà. Et ce que tu disais, c'est qu'à la base, c'était pas forcément ton rêve de lancer une marque de chaussures particulièrement. Mais en fait, tu voulais avoir... tu t'étais quand même intéressé par la mode et tu te dis ok, qu'est-ce que je peux faire, et notamment tu nous as parlé d'une personne qui t'a dit mais en fait lancer une marque de chaussures ça peut, il y en a plein, tu vois, des marques de chaussures, comment te démarquer et comment t'as réussi à répondre à cette personne, parce que quand on a parlé ce midi t'as dit j'étais assez énervé contre cette personne là, mais au final elle avait quand même relativement raison et il fallait que tu te démarques un peu. Et qu'est-ce que t'as mis en place pour justement réussir à te démarquer? Ouais, j'étais un peu agacée parce que moi, au niveau du produit, je sentais que je faisais déjà les choses différemment. J'ai essayé d'avoir une démarche qui soit la plus aboutie possible. Uniquement des matériaux recyclés, de la colle à la boîte en passant par la semelle, absolument tout. De penser à la revalorisation du produit en fin de vie, à sa recyclabilité. Vraiment de penser la démarche au global, et la personne, elle l'a pas senti. Donc ça m'a un peu frustrée parce que pour moi, l'élément différenciant, il était là. Et lui m'a conseillé d'axer la différenciation dans l'approche, en fait, dans la façon de communiquer. Et d'utiliser le personal branding. Le personal branding, donc, c'est se mettre en avant, que le fondateur ou la fondatrice se mette en avant via les réseaux et incarne le projet. Et c'est quelque chose avec lequel j'étais pas forcément familière parce que j'étais de nature plutôt réservée et j'avais pas l'habitude de faire des vidéos, des stories, des selfies. Donc je l'ai écouté. J'ai écouté ses conseils et je me suis dit je vais essayer d'incarner la marque au maximum. Pour moi, les stories, c'était un peu difficile, donc je suis passée par LinkedIn pour rédiger en fait un peu les anecdotes, les épreuves que j'ai pu rencontrer en tant qu'entrepreneur dans la création du projet. Et donc, j'ai commencé comme ça, avec mes 500 abonnés, mes potes de l'école, et j'ai rédigé un premier post au moment du lancement de Zeta, au moment du lancement de la campagne Ulule, en racontant un petit peu la jeunesse de l'histoire. Et ça a tout de suite pris. Et en fait, j'ai pris goût à écrire. J'adore écrire et rédiger. Et finalement, je me suis rendu compte très vite que c'était un levier d'acquisition ultra puissant. Est-ce que tu aurais un conseil justement pour un jeune entrepreneur qui se sent réservé, qui dit ouais, mais ok, il faut que je me mette en avant, je sais que le personal branding c'est un vrai truc, mais voilà, moi je suis réservé, je suis très timide. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer? Est-ce que toi il y a un avant et après, c'est-à-dire que maintenant tu enregistres une nouvelle story, tu te sens beaucoup plus à l'aise qu'avant? Est-ce qu'il y a une espèce de petit mantra que tu mets en place ou quelque chose? Si ça peut te rassurer, non, je refais mes stories 10 fois quand il faut en faire une. Je suis beaucoup plus à l'aise sur LinkedIn. Je pense que le tout, c'est de trouver le levier ou le média qui nous correspond. Ça peut être TikTok, ça peut être Instagram. Si on n'est pas à l'aise avec la caméra, ça peut être LinkedIn. Pourquoi pas, si c'est de la vidéo, pourquoi pas s'écrire un petit script et le répéter plusieurs fois avant d'enregistrer. C'est ce que je fais souvent quand j'ai
des choses à dire et que je veux pas oublier. Et LinkedIn, prendre un temps pendant 2 heures pour rédiger. Essayer de structurer un peu, essayer de trouver des thématiques. Est-ce que ça va être mes galères? Est-ce que ça va être ma stratégie marketing? En fait, trouver des sujets que nous, on aura envie de lire en tant que lecteur et essayer de les transposer à sa façon et d'être le plus transparent possible. Parce que c'est beau de raconter un peu les success stories et c'est sympa surtout de raconter les épreuves. Et ouais, nous, à notre niveau, c'est pareil. On utilise pas mal LinkedIn comme canal d'acquisition. Mais c'est vrai que quand je parle de LinkedIn et que j'essaie d'expliquer que ça peut avoir un impact fort, alors en B2B ça peut paraître assez évident et c'est ce qu'on fait nous, donc voilà. Mais sur quelqu'un qui fait du B2C, donc comme toi, qui vend des chaussures à des particuliers, les gens ne comprennent pas que ça peut avoir un impact quand même. Et en fait, quand on me demande, je suis si en fait vous allez avoir quand même un impact, parce que les personnes qui sont sur LinkedIn, c'est aussi des consommateurs comme tout le monde en fait. D'autant plus quand tu vends des produits à forte valeur ajoutée comme toi, tu vois. Et donc ça, c'est hyper important que les gens comprennent ça. Et t'étais quand même relativement en avance parce qu'en 2020, LinkedIn, bon aujourd'hui maintenant ça paraît un peu une évidence, mais à l'époque c'était pas forcément évident, tu vois, donc c'est assez impressionnant que t'aies réussi à faire ça. Mais tu fais tout toute seule, t'as pas un ghostwriter ou quelqu'un qui t'aide Non, parce que ça me plaît encore, ça me plaît toujours de faire ça. Et je suis pas très régulière et j'écris vraiment quand j'ai quelque chose à dire. Et j'ai pas envie d'écrire pour écrire c'est pas le but. Et il faut que ça reste intéressant à lire. Mais non, pour l'instant, c'est encore moi qui rédige. Okay. Est-ce que tu te rappelles du jour où quelqu'un que tu ne connais pas a commandé pour la première fois sur ton site e-commerce? Oui, parce que c'était le lancement de la campagne Ulule. Ouais. Donc, je m'en souviens très, très bien. De la première personne, non, je pourrais pas te dire. Mais ce qui m'a davantage marqué, c'est la personne que j'ai vue avec une paire de Zeta pour la première fois. Ouais. Dans la rue. Ouais, Ça doit faire et c'est encore hyper touchant quand j'en vois de plus en plus d'ailleurs à Bordeaux. Et la première fois, c'était sorti du 2e confinement, je crois, ou du 1er. Et c'était rue Sainte-Catherine, la rue la plus passante à Bordeaux. Et on avait encore le masque à l'époque. Et j'ai vu ma première paire de baskets, c'est une paire de Alpha blanche. Et je m'étais promise d'aller voir la personne si tu l'as croisée. Ouais, si je la croisais. Et en fait, j'ai pas osé. J'avais le masque et j'ai pas osé la voir. Mais par contre, dernièrement, c'était il y a 3-4 mois, je sors de la gare à Paris et on venait de lancer la collection Beta, nos deuxième gamme de chaussures. Et je vois un mec avec une paire de Beta. Et là, je me suis dit, ok, celui-là, je loupe pas. Donc, je lui cours dessus et le mec avait les écouteurs et je le regarde et j'avais une paire moi aussi. Et je le regarde et je lui montre en fait qu'on a la même paire de chaussures. Il comprend pas. Et il enlève son écouteur et il me regarde et il me fait, je comprends pas. Et du coup, je dis, bon, ok, c'est pas grave. Et je suis partie. Mais non, c'est toujours hyper émouvant parce que j'arrive pas à mettre des visages sur nos clients. Et c'est drôle parce qu'on peut avoir autant des ados. Parfois, je croise des ados, des personnes beaucoup plus âgées. J'ai croisé des avocats l'autre fois qui sortaient d'un cabinet. Tout un tas de profils ultra différents. Et à chaque fois, j'ai trop envie de leur parler. Je pense que c'est une bonne idée. Tu l'as fait quand même au final, d'aller parler à des gens, mis à part leur faire peur en leur sautant dessus. Mis à part ce dernier, non, je l'ai pas fait du coup. Mais aujourd'hui, on a ouvert une boutique, donc j'ai l'occasion de voir qui se cache derrière les chaussures et c'est trop chouette de pouvoir échanger avec les gens. Je vois la scène du courir dessus. Moi, je m'imagine à sa place. Ah non, mais j'ai littéralement couru dessus. Ouais. C'était pas imagé. Okay. T'imagines si tous les mecs qui avaient des Stan Smith allaient voir d'autres gars qui avaient des Stan Smith. On avait les mêmes chaussures. Oui, alors. Ce serait énorme. J'aurais une dernière question. Alors, encore une fois, pas sur la genèse, mais plutôt autour. J'ai lu un article du coup des Échos, très intéressant, sur justement le lancement de l'activité. Il parle de bootstrapping, que du coup ta marque est bootstrappée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ? Ouais, donc bootstrapper, ça veut dire créer sa boîte from scratch sans financement en fait, depuis des fonds propres. Et donc c'était le cas de Zeta parce qu'on n'a pas levé et on a de la dette bancaire depuis très récemment. On est autofinancé depuis le lancement, grâce à la campagne Ulule qu'on a lancée au début de la marque. Canon. Après avoir parlé quand même un peu du lancement, c'est vrai que tu nous as dit que c'était les questions qu'on te posait tout le temps, on les a quand même posées. Là, tu as une phase un peu plus de maturité, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est vrai que quand tu lances ta boîte un peu seule, parce que tu étais seule au début, hein, tu es cofondatrice à 100% du projet. Oui.
Enfin, t'es fondatrice du coup, pas cofondatrice. T'es cofondatrice, mais toi-même. T'es cofondatrice à 3 fois 33%. Ton rôle il change en fait, même si aujourd'hui t'as une petite team, t'as une team de 9 personnes, hein, c'est ça ? Ouais. Il y a un entrepreneur que je connais qui m'a dit une fois un truc qui m'a marqué, où il me disait au début quand tu crées une boîte t'es d'abord vendeur, ensuite t'es RH et seulement après tu deviens vraiment gestionnaire d'entreprise. Qu'est-ce que tu penses de ce terme-là ? Est-ce que ça te parle ? Complètement, on en parlait tout à l'heure en venant au bureau, mais quand j'ai créé la boîte, je dirais que j'étais vraiment entrepreneur en étant sur tous les fronts, en gérant vraiment toutes les thématiques et tous les sujets. Et là, vraiment, depuis 6 mois, je trouve que le job, il a évolué. On est passé, donc on était 6 l'année dernière, là on est 9, 3 personnes en plus, mine de rien, c'est pas rien à gérer. On est 3 salariés et 6 alternants, donc des personnes qui sont en formation et qui ont besoin qu'on soit, qu'on les accompagne. Et il y a toujours un peu de contrôle derrière, parce que ces personnes qui sont en apprentissage. Donc c'est énergivore, ça demande des nouvelles compétences que l'on apprend à développer, qui sont le management et le leadership. Et c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Et du coup, ouais, le métier évolue, les compétences aussi. Et du coup, ça prend... Ouais, je dirais qu'aujourd'hui, le management, ça me prend 50% de mon temps. Et je consacre beaucoup moins de temps à tout ce qui est développement produit, à tout ce qui est communication, à tout ce qui me passionne. Mais ça fait partie du job. Ouais. Et sans mon équipe, je serais rien et je serais pas là aujourd'hui. Donc ça fait partie du job. C'est simplement qu'en effet, ouais, je suis complètement d'accord avec l'entrepreneur qui t'a dit cette phrase. Ouais. Et ça a eu un impact sur ta personnalité et ta façon de changer. Alors évidemment, tu as changé ton travail, ton rôle. Mais est-ce que toi, tu sens que peut-être t'es plus posé ? On parlait aussi ce midi du fait que t'étais parti en vacances, c'était récemment ou l'année dernière. Et en fait, t'avais un peu peur en partant de te dire... Parce que tu voulais complètement décrocher. Et t'avais peur en partant de dire, en fait, peut-être que je vais devoir un peu checker ou quand je vais revenir, il y aura eu des soucis. Et en fait, ce que tu m'as dit, c'est quand t'es revenu, en fait, il y a eu... tout s'était très bien passé, tu vois. Donc, est-ce que ça t'a permis aussi de déléguer forcément, mais de changer un peu ta personnalité sur certains points ? La chance, ouais, ce qui est génial dans tout ça, dans le fait d'avoir une équipe, c'est que c'est possible de déléguer et donc c'est possible de prendre du temps pour soi. Donc ça c'est vraiment chouette. Et donc j'ai pris des vacances en novembre pendant 10 jours, ce qui n'était pas arrivé depuis assez longtemps. Et je suis rentrée, en effet, tout s'était très bien passé et je me suis dit que je devrais laisser le bureau peut-être un peu plus souvent. Ça m'a appris plein d'autres choses. Ça m'a fait gagner confiance en moi. Ça me prouve que je suis capable... de manager une équipe. Alors même si je sais pas si je manage bien, je sais pas si j'ai le leadership qu'il faudrait, je me remets sans arrêt en question et je me pose, j'ai un milliard de doutes, mais en attendant la boîte elle se pérennise et ça fonctionne. Ouais, je gagne confiance en moi, j'apprends à m'affirmer, à dire non, à imposer, à donner mes idées et surtout à essayer d'embarquer tout le monde dans l'aventure et jusqu'à présent, ça fonctionne bien. C'est une très belle vertu ce que tu dis, justement cette logique de se remettre en question en fonction des équipes, en fonction des personnes justement que tu manages. Et c'est, ouais, je pense que c'est le number one du bon manager de mon point de vue. Ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que une des difficultés majeures, c'est de savoir s'adapter en fonction de chaque personne. C'est qu'on ne manage pas X ou Y personne de la même façon et qu'il faut être sans arrêt dans l'écoute de ses besoins et de savoir s'adapter, et ça, c'est le plus difficile. Je vais sans doute te poser une question qu'on t'a déjà posée plein de fois, mais je pense que ça va intéresser quand même pas mal de personnes. T'as fait une collab avec Nespresso. Alors, ton entreprise, elle est assez jeune, tu vois, là, 3 ans et demi. Comment t'en viens à bosser avec cette marque ? Est-ce que, pour rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que c'est l'équipe française de Nespresso ? Est-ce que c'est ailleurs ? Comment t'en viens ? Est-ce que c'est toi qui les as contactés ? Comment on fait pour... C'est assez impressionnant, entre guillemets, c'est une marque qui est très, très reconnue, tu vois. Donc, c'est parti d'un message LinkedIn de Guillaume, qui est le PDG de Nespresso, donc au siège en Suisse, qui avait vu passer un article sur les baskets en raisin, donc en 2020, vraiment au lancement, et qui m'a écrit à la suite en me disant est-ce que ce serait possible d'essayer avec du café ? Et j'ai un peu honte, mais je suis passée à côté du message LinkedIn parce que, on le sait, on se fait des marchés à longueur de journée et j'ouvre plus trop mes messages LinkedIn, enfin pas tous. Et en fait, il m'a lancé plusieurs fois et je suis tombée sur son message, j'ai dit mince. Donc dans la foulée, je lui ai écrit et je lui ai dit écoute, je sais pas si c'est possible, on va tout faire pour.
Et donc, je me suis mis à la recherche de fournisseurs qui seraient capables de développer une matière en café, parce que ça n'existait pas. Donc, j'en ai trouvé une quinzaine qui faisaient de la R&D en Europe. Je me suis pris une quinzaine de râteaux, de portes fermées. Et puis, donc c'était l'hiver 2020 où j'ai passé mes vacances à chercher sur Internet. J'ai fait toutes les pages Google jusqu'à tomber sur un article de blog d'un fournisseur qui disait dans une phrase qu'ils avaient fait des tests avec du café il y a 5 ou 10 ans. Et du coup, je leur ai écrit et je leur ai dit, voilà, on a Nespresso derrière nous, ce qui sert quand même à appuyer la crédibilité. Ouais, carrément. Je suis pas sûre qu'ils m'auraient répondu si j'ai indiqué qu'on était tout seul. Est-ce que vous seriez OK pour lancer des tests ? Et donc, de là, ils ont le même discours que les autres. Ça va nous prendre des années et des années de développement. C'est des moyens financiers assez importants. Est-ce que vous êtes sûr du projet ? Et à ce moment-là, je leur ai dit, il faut qu'on le fasse. Et est-ce que vous seriez prêts à nous suivre ? Et ils ont accepté. Et donc, il y a eu 6 à 8 mois de développement. Et on a réussi à mettre au point le premier cuir de café. Ouais. Ok. Et ça a eu un impact, pour être très concret, ça a eu un impact sur les ventes, sur ta notoriété. Tu as senti que ça avait eu un impact fort Complètement. Est-ce que les gens ont acheté le produit aussi, tu vois ? Nespresso a tout fait, et Guillaume en particulier, et ça vient de lui. Il a dit à ses équipes, vous faites tout pour donner la plus belle visibilité à Zeta et pour que ça pour qu'ils s'enrichissent en fait, pas financièrement, mais vraiment d'un point de vue notoriété et visibilité. La chance qu'on a eue, c'est que donc ça nous a permis de vendre dans des pays dans lesquels on n'avait encore jamais vendu. On a touché l'Europe de l'Est, la Scandinavie, des pays qui n'étaient pas forcément des pays dans lesquels on expédiait beaucoup. Beaucoup de visibilité sur les réseaux. Les ventes n'ont pas été forcément ce qu'on attendait. On avait peut-être prévu un peu beaucoup. Mais le produit a beaucoup plu en tant que tel, au niveau du design, au niveau de l'histoire. C'était un produit qui avait une très jolie histoire. Et qui était très innovant aussi et durable. Donc ça a eu un vrai coup de visibilité et de crédibilité parce que c'était la première fois qu'on développait une matière en propre, nous, en R&D. Donc ça nous a permis de gagner en crédibilité. Ouais. C'est ce que j'allais dire, ça permet de montrer quand même que vous savez développer des choses from scratch qui n'existent pas, inventer des choses, aller trouver les bons partenaires pour les fabriquer. Donc forcément, c'est hyper impressionnant. On avait Alors, tu as communiqué hier, je sais plus quelle date on est, on est le 29 décembre. 29. Hier, tu as fait un post sur LinkedIn pour faire un peu le bilan de l'année, d'expliquer cette année, donner des perspectives sur 2024. Et tu parlais notamment de lancer un green market. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste et ce que vous allez faire avec ça l'année prochaine ? Nous, on a une difficulté, on est une marque de basket et on vend uniquement des baskets. Donc la difficulté de notre côté, niveau e-commerce, c'est qu'on est monoproduit et que la personne qui achète chez nous, le panier moyen, il est toujours le même. Et donc pour faire de l'upsell, c'est assez compliqué. On peut le faire avec des chaussettes, avec des accessoires. Mais oui, difficile finalement d'aller chercher plus loin. Et en fait, j'ai envie que Zeta, ça devienne... c'est une marque de chaussures, mais en fait, c'est surtout un mode de consommation. Et j'ai envie que ça aille plus loin, qu'on ait vraiment cette idée de mouvement et que ce soit qu'on ait une marketplace ou un onglet un peu concept store où on puisse retrouver tout un tas d'objets. Donc, c'est une nouvelle catégorie qui sortira au printemps prochain, qui s'appellera Green Market, où on trouvera des objets à la fois artisanaux, de créateurs et durables, toujours dans nos valeurs engagées, recyclées, autour de l'art de vivre. Donc ça peut être des bougies, ça va être des magazines, il va y avoir de la céramique du Portugal, il y aura pas mal de choses. D'un point de vue e-commerce, ça va nous permettre de faire de l'upsell et surtout de répondre on va dire à cette nouvelle plateforme de marque autour du mouvement et autour de l'art de vivre. Ok, canon. On va remonter un petit peu dans le temps. Alors, encore une fois, on est quelque peu dans la jeunesse du projet, mais je pense que c'est une étape assez importante pour Zeta. On en a discuté tous les trois tout à l'heure. Du coup, sur la partie Ulule. Donc, tu nous disais que tu as lancé du coup un petit peu la campagne en même temps, notamment que Muzu. Du coup, Lisa et Lucille qu'on salue au passage. Qu'est-ce que Ulule t'a apporté en logique de réflexion sur la structure de Zeta, ou peut-être comme tu le disais tout à l'heure, de mise en avant et de personal branding, puisque c'est obligé sur Ulule de faire une vidéo de toi qui vient expliquer ton produit.
tout. Ulule m'a tout apporté. Enfin, du moins à Zeta, ça a été... Enfin, sans eux, sans la plateforme, les Zeta n'en seraient pas là aujourd'hui. Ça a permis le lancement. D'un point de vue notoriété, c'est quand même une très belle mise en avant. Et ils ont tout fait pour mettre Zeta en avant. Ils ont beaucoup aimé le projet et ils ont tout fait pour nous mettre en avant et je les remercie encore. C'est quand même une référence en termes de lancement de projet engagé. Donc ça donne de la crédibilité. Et surtout, ce sont des personnes qui sont déjà... les personnes qui vont sur Ulule sont des personnes qui ont déjà contribué ou qui sont déjà un peu dans cette mouvance-là. Donc, toucher les personnes que j'aurais jamais pu toucher si j'avais fait un lancement seul, ça m'a donné aussi d'un point de vue financier, une avance en trésorerie, qui est clairement pas négligeable puisqu'on a levé quasiment 300 000 € en un mois. Et donc, ça a permis en fait de lancer la marque sur fonds propres, sans avoir besoin d'avoir recours à une dette bancaire ou à levée de fonds et à faire tout ce qu'on avait envie de faire pendant quasiment 2 ans. Parfait quand tu bootstrap du coup. Exactement. Et tu parles en effet que vous avez lancé avec ces fonds-là. Tu as entre-temps levé des fonds pour soutenir la marque Zeta ou tu es toujours sur ces mêmes fonds propres? Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, la boîte elle est saine, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle vit vraiment, elle génère assez d'argent pour pouvoir embaucher des personnes, prendre des prestataires, etc. Quoi. Ouais, j'ai toujours... comment dire ? Ma réflexion, elle évolue. C'est-à-dire qu'au début, j'étais vraiment catégorique sur le fait de ne pas lever de fonds. Aujourd'hui, ma réflexion, elle évolue parce que la boîte, elle aura 4 ans l'année prochaine, en septembre prochain. Et qu'il y a des choses que j'ai envie de faire et qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on est limité. Et que même si on... Alors, pour la première fois, du coup, on a fait un emprunt il y a 3 mois parce qu'on a ouvert une boutique et qu'il fallait financer les travaux. Ouais, forcément. Mais on avance et on investit par rapport à ce qu'on a. Donc, on est très, très prévoyant et on gère très bien nos finances. Okay. On dit souvent qu'on a une gestion de bon père ou bonne mère de famille, mais c'est vrai, je fais hyper gaffe à toutes les dépenses et c'est comme ça qu'on gère depuis le début. Mais du coup, ma réflexion, elle évolue parce que j'ai envie de faire plein de choses et aujourd'hui, je suis limitée. Typiquement, aller sur le marché US, marché nord-américain, il y a pas mal d'investissements. Ouais. Et c'est compliqué sans lever. Mais on a des clients pimpants, ex-Juliette, pour ceux qui les connaissent, qui justement, pareil, c'est une boîte qui tourne bien, qui génère de l'argent, qui fonctionne bien, et qui a quand même fait une levée de fonds auquel Ben t'a participé d'ailleurs. Ouais, j'ai participé sur Tudigo, si tu connais la plateforme. Et justement, ça les aide aujourd'hui à aller encore plus loin, plus rapidement, tu vois, mais pour autant, c'est pas qu'ils avaient besoin forcément d'argent, entre guillemets, c'est juste que ça leur permet d'aller un peu plus vite. Et c'est pas des levées de fonds de plusieurs millions, quoi, c'est des trucs un peu plus raisonnables. Donc en effet, ça peut être carrément une bonne stratégie. Mais c'est un cas assez similaire, c'est en fait, il y a une levée de fonds parce qu'il y a un projet derrière justement qui nécessite justement d'avoir cet apport. C'est que du coup là, ils créent aussi leurs propres usines pour fabriquer eux-mêmes tous les produits et tout, donc c'est forcément ces centres de coûts plutôt que d'être 100% digital. Ouais, complètement. Je pense que la question, elle se pose davantage parce que il y a 3 ans, quand je me suis lancée, le marché n'était pas aussi concurrentiel. Aujourd'hui, il y a une marque de sneakers qui se lance tous les 2 mois et en fait qui forcément nous prend des parts de marché. Et c'est ok, et je trouve ça très bien que c'est de la concurrence saine et si c'est éco-responsable, tant mieux. Mais en revanche, nous, ça nous met un peu en péril parce qu'on a eu une croissance organique pendant 2 ans sans aucun budget marketing, si ce n'est des shootings photos. Donc sans ads, sans CRM quasiment, sans affiliation, sans presse. Et du coup en 2022, fin 2022, on a été obligé d'investir. Et aujourd'hui, si on a envie de conserver nos parts de marché et d'accélérer le développement, on n'a pas le choix que d'avoir des fonds. Ouais. Donc la question, elle se pose aujourd'hui et elle ne se posait pas forcément il y a 3 ans. La prochaine question, ça va justement être pour toi, est-ce qu'il est indispensable d'aller en magasin ? Je suppose que du coup, ça va un petit peu dans cette direction. Stratégie wholesale, tu veux dire ? Ouais. Non, il n'est pas indispensable. Okay. Ça dépend du produit. Nous, dans notre cas, ça aurait été compliqué sans.
C'est de la chaussure, on est sur un produit qui a besoin d'être essayé. Il y a énormément de freins à l'achat en ligne. La pointure, le fait de devoir retourner, de devoir échanger, c'est compliqué. Donc le temps, le consommateur, il est hyper pressé. Aujourd'hui, il a besoin de tout en instantané. C'est un produit qui est innovant, qu'on a besoin de toucher. On a envie de voir ces nouvelles matières à partir de raisins, de maïs ou de café. Donc c'est nécessaire. Et aujourd'hui, en 2023... Fin 2023, on sent qu'il y a une recrudescence du commerce physique. On le sent fortement au niveau des ventes. C'est clairement impacté. Le client post-Covid, pendant le Covid, il était énormément en ligne sur son téléphone en train d'acheter. On a eu vraiment une évolution des modes de consommation. Et là, on a un retour du commerce physique où le client il a besoin de retrouver ce contact, d'être conseillé, d'avoir ce lien avec son commerce de quartier. Et du coup, forcément, ça impacte les ventes en ligne. Donc, on était avant, on avait 10% des ventes qui étaient réalisées en B2B. On est né des NVB et notre stratégie a évolué finalement au fil des ans. Aujourd'hui, on est plus sur un 30%, 70%. Donc, ça impacte aussi les marges, le résultat, parce que forcément, on ne fait pas les mêmes marges quand on vend à des revendeurs que sur le e-commerce. Quoique encore avec l'évolution du coût des CPA, parfois on s'y retrouve. On a des marges un peu similaires. Ouais, c'est sûr. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est indispensable d'être présent en B2B. Et je dirais même, c'est un super levier d'acquisition sur des marchés étrangers. Typiquement Allemagne, Belgique, Pays-Bas, sur des pays frontaliers. Ça nous permet de nous faire connaître avec des coûts moindres comparés à des campagnes d'acquisition, marketing, ads et Google. Tu fais la transition parfaite. C'est quoi vos principaux canaux d'acquisition, justement ? Donc pendant 2 ans de l'organique, avec LinkedIn comme premier levier d'acquisition et de la presse. Ouais. Alors difficilement traquable en termes de conversion, mais étant donné qu'on faisait que ça, je me doute que c'était uniquement ça et le bouche à oreille. Mais la presse, tu vois, j'avais noté, justement parce qu'on a fait des recherches, et il y a beaucoup d'articles, évidemment, qui sont sortis en 2020, mais j'ai vu qu'il y en avait quand même un peu après qui sont sortis, alors avec ta collab avec Nescafé, mais même d'autres médias, notamment Le Figaro, qui a fait quelque chose surtout en 2022, qui n'était pas forcément lié à Nescafé d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, évidemment, quand tu as lancé ta marque en 2020, il y avait toutes ces communications hyper intéressantes pour les journalistes autour de la basket éco-responsable, en barre de raisin, ça intrigue vachement. D'ailleurs, les gens ont retenu que ça. Ça évolue beaucoup aujourd'hui et t'es plus ciblé comme tel, mais en tout cas, à l'époque, ça avait fait grand bruit. Est-ce que tu travailles encore cette RP ? Est-ce que tu arrives encore à aller contacter les journalistes, te faire voir, etc. Pour rebondir sur le sujet, donc pendant 2 ans, donc pas de stratégie d'acquisition. On parlait d'acquisition, je sais même pas ce que c'était quand j'ai découvert un peu ce terme. Acquérir des clients, moi je comprenais pas parce que finalement on a eu de la chance que les clients viennent à nous au début. Et après j'ai compris qu'il fallait avoir une stratégie à déployer. Donc après on s'est mis on a fait de l'ADS, donc de l'acquisition payante avec Meta, Google comme principaux leviers. Et puis cette année, on a pris un virage un peu différent, avec une stratégie un peu plus 360 avec de l'affiliation. Donc on passe par Affiliate, stratégie CRM, on conserve l'ADS et on ajoute de l'influence et de la presse payante. Donc on a eu une agence RP pendant 3 mois, une agence parisienne qui a très bien travaillé, mais difficilement rentable. On va dire que quand tu as... Comment dire, la RP, c'est pas un levier de conversion. Oui, t'as pas une vente derrière, quoi. Non. C'est un levier de notoriété. C'est le cas parfois, mais c'est surtout de la notoriété sur le long terme. Ouais. Et en termes de financement, c'était pas possible pour nous aujourd'hui on a priorisé la conversion à l'image de marque parce que voilà, il fallait faire un choix en termes d'investissement. Donc on a quitté la RP. Et on conserve l'influence, l'affiliation, l'ADS et le CRM si on peut considérer ça comme levier d'acquisition. Ouais. Mais c'est le bon schéma en fait parce que quand on discute avec des marques, il y en a quand même. Tu t'es lancé en 2020, mais pas du tout rien à voir avec le Covid, mais il y en a beaucoup qui se sont lancés un peu pendant cette période et qui ont profité justement de l'époque phare des publicités Facebook, à la fois avec moins de limitations sur le tracking, mais aussi des publicités qui étaient moins chères et beaucoup de personnes qui achetaient en ligne à ce moment-là par définition. Mais du coup ils ont commencé comme ça et après les années d'après ça a été difficile, mais une marque comme la tienne qui s'est lancée sans ces canaux d'acquisition en fait sera beaucoup plus pérenne et ça se voit aujourd'hui, on voit toutes les marques qui sont nées un peu de cette bulle Covid ou sans parler de Covid mais juste pub Facebook,
elles sont en train un peu de galérer aujourd'hui, quoi, parce qu'elles sont trop dépendantes de ça. Donc en fait, c'est mieux de faire l'inverse, d'avoir une stratégie d'acquisition un peu organique et naturelle, réseaux sociaux classiques, et après d'aller faire un peu d'acquisition payante, c'est beaucoup plus sain, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il faut créer un socle de base qui soit assez solide, se créer une communauté autour de valeurs fortes, avoir le bon discours et pas forcément bombarder avec de l'ads, en effet, pour aller chercher des clients, parce que si le socle est pas solide, l'entreprise sera pas pérenne, quoi. Ouais. Notamment au début, quoi. Si c'est vrai que tu dilues complètement ton message, d'être présent un petit peu partout, t'es présent nulle part, et c'est un peu le risque là-dessus. Est-ce que, du coup, on parle du Covid, on parle de la période, on parle de l'UL, tout ça. Est-ce que tu penses qu'il est plus facile ou plus difficile, du coup, pour une marque d'NVB de se lancer maintenant, dans le contexte actuel, où il y a plus ce retour en magasin, où les coûts des ads sont un peu plus importants, notamment si tu te lances en fonds propres? Je dirais que ça dépend du secteur et du modèle économique. En B2C, aujourd'hui, c'est assez compliqué. On l'a depuis le dernier trimestre, réellement depuis septembre, on vit une période assez compliquée. Il y a de l'inflation, les gens consomment moins, achètent moins, ils ont moins de pouvoir d'achat et du coup, ils investissent dans les priorités, dans l'alimentation, dans le loyer. Et ils vont laisser de côté un peu le loisir et le textile. Nous, on le ressent, les ventes, elles sont pas en décroissance, on a de la chance, mais on est flat par rapport à l'année dernière sur le dernier trimestre. Donc c'est plus compliqué, je dirais, en B2C de lancer une marque. Et on en a parlé, le sujet acquisition, les CPA sont plus ce qu'ils étaient par rapport à avant. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des CPA, les mêmes qu'il y a 3 ans. En revanche, sur du B2B, par exemple, sur du SaaS, j'ai moins de doutes. Se lancer avec un SaaS, une app, dans le B2B, à mon avis, c'est moins compliqué. Ouais, probablement. Oui, si on peut continuer sur notre question et revenir sur ce que tu évoquais tout à l'heure, les États-Unis. Donc c'est vrai que là, actuellement, on a regardé sur ton site, tu vends un petit peu en Europe. Donc les États-Unis semblent être un marché qui t'intéresse. La question serait, pourquoi est-ce que tu n'y es pas allé plus tôt? Qu'est-ce qui t'a freiné jusqu'à maintenant avant de considérer l'option États-Unis? Pendant la campagne nulle, on a fait des ventes à l'export. J'avais pas fermé, en fait, c'était pas possible de fermer. Si, c'était possible, mais je l'ai pas fait. De fermer les ventes à l'étranger. Et donc, on a vendu à Hong Kong, en Australie, en Amérique du Nord. Donc, il y avait certaines marques, un certain intérêt. Et en fait, à la fin de la campagne, je me suis dit, mais attends, c'est complètement stupide, ça fait pas de sens. Tu fabriques un produit en circuit ultra court, en veillant à choisir chaque fournisseur en fonction de sa distance avec l'usine d'assemblage final. Donc, l'usine de semelle, elle est à 10 km, par exemple. Donc, vraiment, chaque trajet est calculé, chaque impact est calculé. Et ensuite, tu vas aller envoyer ton produit par avion. Le produit va peut-être voyager 3-4 fois parce que si la personne, la pointure lui convient pas, il y a de l'échange derrière et puis finalement, il demande un remboursement. Donc, c'est complètement désastreux en termes d'impact carbone et on le voit. Hein, la logistique, le transport même sur un produit, ça correspond à 50% de son impact environ. Donc, c'était complètement ridicule. Donc, j'ai fermé les ventes hors Europe. Et bien qu'on ait des demandes assez importantes de marketplace qui expédiaient aux États-Unis, en Australie et qui nous promettaient un certain CA supplémentaire, on a dit non, on s'est dit on reste en raccord avec nos valeurs et on n'expédie pas. Aujourd'hui, la question, il y a de l'inflation en France et pas uniquement en France, on se rend compte qu'il y en a aussi un peu à l'étranger, en Europe. Et je me rends compte qu'en fait, aux États-Unis et au Canada, il y a un pouvoir d'achat qui est énorme. Pour en avoir parlé avec d'autres marques e-commerce, nous, septembre, ça a vraiment été un mois compliqué, alors que d'habitude, c'est le mois le plus important en termes de CA. Donc, j'avais parlé avec d'autres marques e-commerce, essayer de comprendre si c'était la même chose. Et la plupart m'ont dit, mais on a de la chance, c'est qu'en effet, sur la part de CA français, c'est compliqué. Ce qui nous sauve le mois de septembre, c'est les ventes à l'étranger. C'est les États-Unis et le Canada. Et en fait, le panier moyen là-bas est 1,5-2 fois plus élevé que nous, ce qu'il y a en France. Il n'y a pas d'inflation. Ils surconsomment. Ils consomment beaucoup. Et il y a autre chose dont je me suis rendu compte quand je me suis rendue au Canada justement pour étudier ce projet, c'est qu'ils sont carrément en retard sur les sujets écolos. Le Canada, de l'extérieur, j'avais l'impression qu'ils sont très proches de la nature, ils font beaucoup de... Ouais, ils sont très sensibilisés à tout ça. Alors ça, c'est vrai, mais parce que c'est un fait, il y a énormément de forêts et de parcs naturels au Canada. Par contre, ils sont à la ramasse complet sur tous les sujets RSE, quoi.
Donc là, il découvre tout juste qu'il faut faire attention à son empreinte carbone. Donc c'est le moment parfait pour y aller, pour nous en tout cas. Je pense qu'il ne faut pas attendre plus longtemps. Est-ce que c'est stratégique ou pas? Est-ce qu'il faudrait plutôt qu'on se concentre sur l'Europe? Je ne sais pas, mais moi j'ai l'intuition qu'il faut y aller et que c'est le bon moment pour nous. Et donc l'idée dans tout ça, c'est évidemment, donc on ne va pas faire d'expédition par avion, mais c'est d'expédier les chaussures par voilier sur la côte est des États-Unis ou au Canada, Montréal ou Québec, et ensuite de pouvoir distribuer par transport routier les chaussures en Amérique du Nord. Canon. Est-ce que tu participeras la première traversée en voilier du coup? Si je peux, oui, ça serait trop bien. Alors je pense que c'est un voyage de 3 semaines peut-être. Ouais, 3 semaines, 1 mois à mon avis. Mais carrément, ça serait incroyable. Tu documentes ça, LinkedIn, YouTube, tu vois, ça peut être assez Clairement. Ah, ce serait non. Et ça, c'est imminent ou t'es encore en train de rechercher un peu comment y aller Horizon 2025, début 2025. Okay. Donc je me fixe 1 an maximum pour pouvoir mettre tout en place. Mais ça s'accélère finalement. J'ai pas mal de contacts avec des voiliers, donc ça va aller assez vite. Le vrai sujet, c'est le financement. Parce qu'il faut immobiliser un 2e stock en Amérique du Nord. Et on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais, ok. Canon. On va arriver sur la fin de l'interview, j'ai encore pas mal de questions, mais ça va être la partie un peu plus questions autres, on va dire. J'avais noté des questions, mais on en a répondu à pas mal. L'idée aussi, c'est que les gens puissent apprendre pas mal d'astuces, notamment autour du e-commerce. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des outils que tu utilises particulièrement qui ont aidé à la réussite de Zeta jusqu'à maintenant ? Pas forcément au début, mais même encore maintenant. Quels sont les 3 outils en gros qui t'aident le plus aujourd'hui pour Zeta? Voilà, la colle. Tu vois, ça peut être des outils comme, pas forcément spécifiques e-commerce, mais ça peut être comme Klaviyo ou Instagram, par exemple. Est-ce que c'est ton canal d'acquisition principal? On va dire Excel aussi, si tu veux. Tu peux dire Excel. C'est validé. Non, mais j'ai envie de trouver des outils originaux, peut-être que... On n'est pas très très outils en fait, on est un peu à l'ancienne. Mais quand je dis outils, c'est pas forcément un logiciel. Hein. Ça peut être tes prises de notes pendant tes réunions, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. C'est en gros les 3 trucs. Le premier pour nous qui est le plus important, c'est Notion. Ouais. On est à fond sur Notion et moi il y a un Notion Zeta et j'ai mon Notion privé sur lequel par exemple je rédige mes points d'équipe, les derniers bilans avec certains membres de l'équipe, ou en ce moment je tiens mon pipe commercial dessus aussi. Donc ça c'est un chouette outil, c'est un peu la bible et ça permet de gagner énormément de temps au quotidien avec les équipes. Dès qu'ils ont une question, je dis attends, regarde si l'info n'est pas sur Notion et après on en reparle. Et on documente tout, un maximum, les process de facturation, de démarchage commercial, les infos de manière générale, vraiment tout est sur Notion. Donc ça c'est le premier outil. Okay. Je dirais le deuxième, celle-ci, qui est un outil de facturation et aussi de pipe, qui est plutôt pas mal, qui est plutôt bien fait, qui est plutôt bien, ouais. Ouais, allez, 13 sur 20. Non, qui est plutôt chouette, on l'exploite pas sûrement à son max, mais non, il est plutôt bien. Et le troisième, qu'est-ce que je dirais ? Je pense à Louis. Je dirais... alors nous, on n'utilise pas Klaviyo, pas encore, parce que le CRM de Shopify est super bien fait pour nos besoins. Ouais. Jusqu'à présent, ça nous a clairement suffi et ils ont développé pas mal de flows. Dernier, je dirais Canva, parce que Louis... qui est notre expo e-commerce, marketing et CRM et plein d'autres choses, se charge de toutes les newsletters et fait toutes les créas aussi quand notre graphiste n'a pas le temps. Et il fait tout sur Canva. Et en fait, il fait des choses top, super. On nous a souvent demandé qui faisait nos news et si c'était pas Email Club. Donc, il peut être très flatté, je pense. Et donc Canva, ouais, il s'en sert au quotidien. D'ailleurs, il y a un plugin de ChatGPT qui est sorti pour Canva, qui est assez dingue, qui te permet de lui demander de te créer des créas. Ouais, des créas avec Canva de façon spécifique, tu vois. Et franchement, c'est assez fou. Trop bien. Voilà, petite parenthèse. C'est quoi, une question un peu triste, c'est quoi ton plus mauvais souvenir dans l'aventure Zeta sur ces 3 dernières années donc?
Oh là, le silence. Là, tu te dis, est-ce que je peux en parler? Ah, c'est beau ça. Si, je vais le trouver. En fait, le cerveau a tendance à Oui. mettre de côté. Hein. C'est assez dingue parce que j'ai eu plein de mésaventures. T'as pas eu de gros épisodes Si, j'en ai eu forcément. Ah, pour trouver tes fournisseurs. Si. Le dernier. Le dernier, le petit coup dur, mais... Ouais, en fait, il y a eu cette période de conception qui a été très très longue parce que 1 an à développer un projet à bout de bras, solo, en parallèle des études, parce qu'à ce moment-là, j'étais étudiante, c'est dur, psychologiquement. Et il y a plein de fois où j'ai cru que j'allais pas y arriver, donc c'était une période un peu dure où, tu vois, j'avais les cours, et en fait, je finissais les cours et je bossais jusqu'à 23h, minuit sur le projet, et en parallèle, je bossais dans un bar pour financer le projet. Ah oui. C'était une période assez chargée et plein de fois j'ai voulu abandonner. Donc c'était une période un peu difficile. Et dernièrement, j'ai participé à un concours entrepreneurial organisé par la Fondation Cartier dans le monde entier pour toutes les femmes entrepreneurs. Et il y a eu plusieurs étapes, c'était assez long, beaucoup de dossiers, de vidéos, ça a duré 6 mois. J'ai été jusqu'à la dernière étape, on était plus que 5 sur le continent européen. Il en restait qu'une seule. Et j'ai passé les derniers entretiens en visio. Il m'a eu pas mal d'anecdotes assez... J'étais en Turquie à ce moment-là. J'ai eu un problème de Wi-Fi. Enfin bref, assez compliqué. Et j'ai pas été prise à la dernière étape. Coup dur. Et coup dur parce qu'on avait besoin de financement et parce que vraiment, je me suis mise un peu corps et âme dans ce concours. Donc c'était la dernier coup dur, mais bon, on rebondit très vite entre d'autres solutions. Et du coup, pour contrebalancer, c'est quoi ton meilleur souvenir dans l'aventure? Le dernier, c'est les 3 ans, notre anniversaire. On a fait notre anniversaire donc, le 7 septembre, parce que c'est le jour du lancement de la campagne, le 7 septembre 2020. Donc, on les a fêtés en septembre dernier. Et en même temps, on a fêté l'ouverture de la boutique. Et j'ai réuni tous mes copains, ma famille, qui a fait le déplacement depuis Angers, et des partenaires. Et on a fait la fiesta, tous, on était une 50aine dans les bureaux. C'était incroyable de voir tout le monde réuni 3 ans après. Et j'ai pris un petit temps de pause et j'ai regardé tout le monde autour de moi. Je me suis dit, mais c'est incroyable que toutes ces personnes elles soient réunies. Il y a 3 ans, Zeta, c'était rien. C'était une idée sur un bout de papier, un logo crayonné sur un carnet. Et aujourd'hui, c'est ça. Et c'était hyper émouvant. Trop bien. Je crois qu'on a fait interview avec Lisa et Anouk de Dijon. Je crois que leur réponse était la même. C'était leurs 3 ans. C'est vrai ? Je crois que c'était leurs 3 ans. C'est à peu près au même stade au moment de l'interview avec elle. Ouais. Et parce que les 3 ans, c'est un cap. On le dit souvent, mais pour une boîte, c'est un peu le moment où on voit si la boîte se pérennise ou pas. Ouais. Et du coup, ce chiffre, il est un peu symbolique. Ouais, trop bien. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné en entrepreneuriat? Parce que des conseils, on en donne toujours aux entrepreneurs pour dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais au final, c'est pas toujours les meilleurs. De s'associer, peut-être Ah merde. Oups. On m'a souvent dit que j'y arriverais pas seule. Que c'était un projet trop ambitieux, que j'avais pas toutes les compétences et que j'y arriverais pas. Alors qu'aujourd'hui, je suis toujours solopreneur et que finalement, j'ai une équipe formidable qui m'accompagne au quotidien, quoi. Donc non, c'est pas obligatoire de s'associer et les compétences, elles peuvent se trouver de façon différente. Et donc ça en fait partie. Et le deuxième, c'est mon père qui me l'a dit. Qui m'a dit attends, t'es encore étudiante, non, tu vas trouver un CDI, tu vas acquérir des compétences. Là, je pense que tu les as pas aujourd'hui et ensuite tu lanceras ta boîte. Et je comprends complètement sa réflexion, mais je sentais au fond de moi que c'était pas le bon choix. Et il y avait une sorte d'intuition, quoi. Mais je comprends, le raisonnement, il est... De toute façon, je pense que t'as jamais les compétences pour te lancer en entrepreneuriat. T'as jamais les compétences nécessaires. Ça reboucle peut-être avec l'une des toutes premières questions. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir entrepreneur? C'est peut-être ce mais sujet, clairement, toi, c'est lui prouver qu'il avait tort. Fais un CDI.
Ah oui, non, clairement, il y avait un peu de ça aussi, du pro. Je suis un peu têtue, je suis Capricorne, donc je crois qu'on est un peu, un peu têtue. Et non, je pense qu'aujourd'hui, heureusement qu'on peut apprendre de façon autodidacte et qu'on n'est pas obligé de passer par la case salariat pour lancer sa boîte. Mais après, sur l'association, ce truc-là, on l'entend assez souvent, il faut t'associer à des gens qui sont complémentaires avec toi, il faut faire attention, il ne faut pas partir solopreneur, ça a beaucoup entendu. Aussi, ne pas t'associer avec des amis, etc. Et la preuve avec Ben et Thibaut, qui sont potes depuis longtemps avant l'association. Il y a des personnes qui rentrent dans le bureau. Les aléas du direct. On va continuer. Je pense qu'il n'y a pas de règle pour rebondir là-dessus, il y a 0 règle. Si ce n'est celle de suivre son intuition et d'écouter un peu de s'écouter soi. Non, mais complètement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais... Pardon, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans cette aventure, si tu devais refaire quelque chose? C'est une interview qui n'a pas été préparée, c'est normal, vous inquiétez pas. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses et que encore une fois, je pense que le cerveau, il efface un peu certains trucs. Peut-être de plus prendre soin de moi la première année surtout. Et de prendre du recul sur la boîte. La première année, j'ai vraiment avancé tête baissée. Donc, la campagne de crowdfunding a été un véritable chamboulement parce que c'était absolument pas attendu. Je suis sortie de la campagne, j'ai directement enchaîné. J'ai pas eu de temps de pause. Et pendant 1 an, j'ai bossé encore solo avec une alternante qui m'épaulait. Et en fait, je bossais jour, soir et week-end. Donc j'ai vraiment pas pris de temps pour moi et pas pris soin de moi réellement, et j'avais pas cet équilibre entre vie pro et vie perso puisque j'avais pas de vie perso. Et à ce moment-là, ce que j'aurais dû faire, c'est prendre le recul nécessaire. On avait des fonds. J'aurais dû me dire, ok, sur quoi est-ce que j'investis? À ce moment-là, j'aurais dû me structurer et investir sur la partie RH. Et structurer la boîte et me permettre de me développer au quotidien. J'ai pas pris ce recul nécessaire et je l'ai pris trop tard. Et heureusement, quand Camille est arrivée, Camille qui est mon bras droit aujourd'hui, quand elle est arrivée dans la boîte, elle a mis pas mal de process en place et elle m'a permis de prendre ce recul nécessaire pour mettre des choses en place. Okay. Donc, c'est réussir à trouver cet équilibre entre vie pro et vie perso. Top. Et donc, dernière question de cette interview. Sauf si Ben, tu as une question. Non, mais je voulais juste rebondir là-dessus, justement, sur cette notion d'équilibre vie pro, vie perso. C'est vrai que c'est un sujet... Habituellement, on pose beaucoup de questions là-dessus. On s'était dit qu'on restait plus sur la partie business initialement. Mais au bout d'1 an, c'est vrai que c'est un truc qu'on partage un petit peu. Ce moment où, en fait, c'est quand tu te dis, ça y est, je crois que je suis un peu au bout, là, je suis très, très fatigué. Et tu dis, merde, il faudrait peut-être que je mette un nouveau process. Mais je pense que c'est un peu le cheminement que tu as un peu tout le temps, où tu testes quelque chose. Tu arrives à une phase où tu n'en peux plus et tu renclenches, quoi. Ouais, et puis je pense que vous me rejoindrez là-dessus, mais... Même là, 3 ans après, plus de 3 ans après, j'ai encore du mal. Enfin, en fait, c'est pas quelque chose de facile au quotidien. Et voilà, ça faisait un moment que j'ai pas pris de vacances. J'ai pris 10 jours de vacances. Même ça, c'était difficile de décrocher complètement. Et chaque année, je me dis, je vais avoir plus de temps pour moi. Et en fait, pas du tout. Là, quand je vois l'année 2024 qui arrive avec tous les projets, non, ça va pas être une année plus calme et plus tranquille. Mais ça fait partie du jeu, en fait. Et je pense que c'est OK à partir du moment où tu es passionné par ce que tu fais et ton travail, en fait, n'est pas une corvée, est une passion. Donc on se reposera plus tard. Ouais. C'est pour ça qu'il faut s'obliger des fois à faire des pauses dans tous les cas, même si tu n'as pas forcément prévu de le faire. On va finir avec une dernière question qui est assez ouverte. C'est quoi ton rêve? On ne la pose pas souvent, cette question, quand même. À titre perso, à titre pro? Comme tu veux. Ça, c'est à toi de... Justement, c'est ça quoi nous permettra de définir quel est ton équilibre oui, pro-perso. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? S'il est pro, il est pro. S'il est perso, il est perso. Être heureuse? Non, je dirais de façon plus globale, être épanouie. Aujourd'hui, je le suis et j'espère que je serai toujours dans 10 ans. Je suis extrêmement bien entourée d'un point de vue social. Je m'éclate dans ce que je fais. Alors, c'est
un job qui est extrêmement stressant. Je suis pas de nature très anxieuse, mais je ressens pas mal de stress au quotidien. Mais je m'éclate dans ce que je fais. J'ai une équipe qui est formidable. J'ai plein de projets et je suis pas arrivée encore au bout de ce que j'avais à faire. Donc j'espère que dans 10 ans, j'aurai le même discours et que je serai autant épanouie, autant sur le plan perso que pro, toujours aussi bien entourée et que j'aurai toujours autant de projets. Top. Eh ben merci Laure. Tu vas pouvoir Merci à vous les deux. aller prendre le train. À bientôt. Ciao. Ciao.